Entre l'affrontement, la contestation, la rivalité ou la révolte, cette opposition colérique qu'elle manifeste dans son rapport à cet autre s'articule à un désir d'être reconnue à travers un signifiant qui paraît pouvoir la représenter totalement et qu'elle revendique ardemment. L'envers de ce sujet supposé savoir semble alors se fondre dans l'affirmation d'un « je suis » que Lacan nous a appris à reconnaître comme le lieu de l'aliénation. Dieu est bien sûr l'image la mieux à même d'incarner ce fameux sujet. Mais nous voyons à travers cet exemple qu'il n'en est pas le seul dépositaire. Si la figure du conjoint, de la conjointe, de l'ami ou encore du patron peuvent venir prendre cette place, nous pouvons remarquer que celle du médecin, du politicien, du professeur ou du psychanalyste bénéficie d'une facilitation statutaire. Qu'il s'agisse d'un savoir sur la signification de nos symptômes, sur notre désir, sur l'amour ou même sur la jouissance, l'idée d'un savoir absolu est essentielle à cerner ce concept qui n'est pas sans renvoyer à la notion d'idéal, tout du moins à l'idée qu'il y en a au moins un qui sait. Nous reconnaîtrons avec Freud non seulement les imagos parentaux, mais nous y verrons essentiellement la structure narcissique qu'il met en évidence dans l'amour, en ceci que ce que l'être aime dans l'image de l'objet qu'il chérit, c'est avant tout son propre idéal du moi. Avec le stade du miroir, Lacan précise l'aliénation qui structure l'identification à l'image spéculaire. C'est lors de cette jubilation où l'être a le sentiment d'être face à un objet qui le rend transparent à lui-même que se constitue pour lui la structure trompeuse de ce sujet de la connaissance, de ce sujet qui se croit scient à lui-même que l'on retrouve en miroir dans les avatars du sujet supposé savoir. Entre la fascination, l'idéalisation et le pouvoir de suggestion que revêt cette figure tutélaire, comment le psychanalyste va-t-il pouvoir non seulement supporter le transfert, mais surtout le manier convenablement pour ne pas simplement reproduire un conditionnement imaginaire qui aliène toujours plus le sujet. Le rapport au sujet supposé savoir impliquant un lien d'asservissement dans lequel l'être s'aliène, nous saisissons mieux la difficulté pour de nombreux névrosés de pouvoir à la fois s'engager et se soutenir de leur désir dans une relation à l'autre. Celle-ci, finissant par être vécue dans un rapport de tension entre la soumission et l'opposition, il est donc plus facile de couper court à une relation qui peut finir par être ressentie comme contraignante et oppressante. À travers cet exemple clinique, nous voyons bien que le rapport au sujet supposé savoir est incompatible avec la position de sujet désirant. En laissant cette figure de l'autre tutélaire prendre les décisions à sa place, il évite la question de son manque, de son désir, et celle non moins subjective de sa responsabilité. Toute l'autorité est alors confiée à cette figure à peine voilée de maître. En vouant une confiance aveugle, en adhérant littéralement aux paroles de l'autre, l'être se soumet à cette souveraineté qui prend lieu et place de son propre manque et partant de sa possibilité même de pouvoir répondre de son désir. La perfection supposée de ce grand autre semble alors ne trouver de limite que sa complétude. Elle recouvre l'impossible à pouvoir entièrement représenter le réel, que ce soit celui de la différence des sexes ou celui auquel fait écho le maître absolu, la mort. À travers les expressions amoureuses, où l'amant dit que l'être aimé lui appartient, ou au contraire qu'il est la propriété de l'autre, la possessivité semble trouver sa cible en un semblant d'objet dont la fonction masque l'indicible,
l'irreprésentable de cet objet à jamais perdu que Lacan nomme petit a. En acceptant de supporter le transfert, le psychanalyste offre un nouveau support à ce sujet supposé savoir. C'est ainsi qu'il se situe, nous dit Lacan, entre deux chaises. Il supporte d'être mis dans cette position fausse pour que le transfert puisse dévoiler son vrai visage. Il intervient alors sur les manifestations transférentielles en les rectifiant au nom de la vérité. Ce faisant, il déjoue le versant fallacieux par lequel l'amour se présente dans sa dimension imaginaire, dans sa fonction d'obturation de l'inconscient. Dans cet acte par lequel il supporte le transfert, le psychanalyste prend donc lui-même la fonction du symptôme. Il est pris dans le jeu signifiant, grâce à quoi le symptôme peut devenir analysable en tant que tel. Mais c'est en tant que présence réelle qu'il opère, qu'il invite le psychanalysant à se supposer le savoir lui-même. Ce faisant, la cure remet en jeu le sujet supposé savoir. Elle le remet en jeu. Et c'est au terme de cette quête où le psychanalysant transforme l'amour narcissique en amour de savoir qu'il advient à la destitution du sujet supposé savoir.